Quoi? Comment allez-vous? C'est Jasmin, le pèlerin vers Manawan. Écoutez, j'ai une petite vidéo un peu spéciale à faire. Puis là, on va prendre notre temps, ok? Je suis pas pressé, j'ai une bière au complet à boire avec vous autres. Je suis au central de Saint-Michel-des-Saints. Puis, j'ai le goût de déconstruire un peu la société que l'on connaît, puis je m'en vais affirmer des choses qui sont folles. Je dis folles parce que ça rentre pas dans la ligne directrice de ce qu'on apprend à l'école. Puis je mets au défi les professeurs d'histoire, puis les tripeux d'histoire, de bien vouloir me challenger dans ma vision de la chose. Je vais commencer, ok, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes rendu à m'écouter, c'est parce que vous savez que je suis un amoureux de tout ce qui est la culture des Premières Nations. Ça a toujours été, je l'ai toujours filé de même. Puis, dans toute l'histoire que je me suis plu à lire, je suis tombé à un moment donné sur un poème. Un poème de Ronsard, ok? Ronsard, c'est un poème de 1560, ok? On est avant que Champlain débarque à Tadoussac, ok? Et puis, Ronsard, c'est pas n'importe quel poète. C'est le poète du roi de France, ok? Parce que, dans ces années-là, ça a l'air que le roi, il y avait un poète. Puis j'imagine que le poète du roi, son message était véhiculé à un autre niveau. C'était pas n'importe quel poète, tu sais, là. Et puis, il a écrit un beau poème dans un récit, un récital, ou whatever, comment il l'a écrit. C'est Discours contre fortune, qui était une série de poèmes, ok? Mais Discours contre fortune en 1560, si je ne me trompe pas. Le gars, il écrit par rapport à tout ce que ça rayonne en lui, un Amérindien. Puis là, évidemment, dans ces temps-là, on les appelle les Indiens. Puis... Moi, je trouve ça super puissant, ok? Des mots, je trouve ça, à la limite même, je me suis dit, j'ai pris conscience de la force de la poésie, parce que j'aime bien ça écrire des poèmes une fois de temps en temps, puis des fois tu te dis, coudonc, ça sert à rien, ça, là tu sais. Mais la poésie, le gars, il va prendre une photo de c'est quoi l'image qu'on se fait de cette thématique-là à ce moment-là dans la population française. Puis là, bon, peut-être que j'exagère un petit brin, peut-être que, mais tout de même, c'est le poète du roi qui dit ça. Écoutez ça. Il parle des Autochtones. D'habits tout aussi nu qu'il est nu de malice, qui ne connaît les noms de vertu ni de vice, de sénat ni de roi, qui vit à son plaisir, porté de l'appétit de son premier désir, et qui n'a dans l'âme, comme nous empreinte, la frayeur de la loi qui nous fait vivre en crainte. Mais suivant sa nature et seul maître de soi, soi-même est sa loi, son sénat et son roi. Je vais le décortiquer avec vous. D'habits tout aussi nu qu'il est nu de malice. Ça, là, les matelots, ils vont toujours avoir relaté ça. Coudon, on arrive de l'autre bord de l'océan, ils se promènent tout nus. Si on se fait l'image inverse de c'est quoi l'Europe médiévale, c'est tout le monde est en grosse cuirasse, puis tout le monde a peur de sortir du bourg. Rien que s'imaginer c'est quoi la bande dessinée de Robin des Bois, va pas te promener dans le bois, il y a des méchants, les chevaliers, tout le monde, tu sais, le monde a peur, le monde gère la bataille, puis toute la kit, là, on n'est pas dans le même modèle. Il arrive de l'autre bord de l'océan, le monde est tout nu. Quand t'es tout nu, t'es vulnérable. Puis quand t'es vulnérable, quand tu oses te promener de façon vulnérable, c'est que tu n'as pas peur de ton prochain. T'as pas peur de ton voisin. OK? Ça, c'est la première chose que je me dis. Alors, il est nu, il est tout aussi nu qu'il est nu de malice.
Tout de suite, là, en partant, on se dit, coudon, est-ce qu'ils sont des bonnes personnes? Ils les ont vus parce qu'ils en ont rapporté des Autochtones en Europe. Puis ils l'ont vu à quel point ces gens-là sont d'une gentillesse, sont d'une bienveillance. OK? Et après ça, quand il se met à dire ne connaît ni le nom de Sénat ni de roi, c'est que là, tout de suite, on s'attaque à une certaine forme de hiérarchie, tu sais. Il connaît pas ça, lui. Lui, il est là, puis il vit à son plaisir, porté de l'appétit de son premier désir, des gens qui vivent au présent. Hein? Et qui n'a dans l'âme, comme nous, empreinte, la frayeur de la loi qui nous fait vivre en crainte. Ben, en 1560, il y a un poète qui dit « Ouais, nous autres, on vit dans la peur. » Puis eux autres, ils ont pas l'air. Ils ont pas l'air de vivre dans la peur. Ils ont pas l'air de connaître ça, avoir peur d'un papier qui est écrit « Ah, tu devrais si faire ça ou pas faire ça parce que sinon, nanana. » Tu sais, eux autres, ils connaissent pas ça. Mais suivant sa nature et seul maître de soi, soi-même et sa loi, son Sénat et son roi. On reconnaît en l'Autochtone une indépendance et une liberté de penser, une liberté d'être qui rayonne au point d'en écrire un poème, d'être le poète du roi puis de le publier. Puis là, tu sais, on va se le dire, là, c'est pas grand-chose qui se fait publier dans ces années-là, mais ça se fait publier, tu sais. Puis, quand même, tu sais. C'est l'image de l'Autochtone que la France a avant la colonie de la Nouvelle-France, OK? Je pars de là pour dire à quel point ces gens-là, toutes les Premières Nations, ont laissé une trace, un espoir, quelque chose de vraiment, j'oserais dire, c'est rayonnant, puis ça donne le goût à quelque chose de nouveau. Je pars de là pour déconstruire qu'est-ce qu'on a appris à l'école. Pour ceux et celles qui se rappellent de nos cours d'histoire au secondaire, on se fait parler de la Renaissance. La Renaissance, c'est le changement d'air entre le Moyen Âge et justement ce moment où est-ce qu'on se dit un petit peu plus civilisé. On va se le dire comme ça. Puis un changement d'air comme celui-là, ça se fait à tous les échelons d'une société. Si on change d'air, c'est parce que ça pète, mais ça pète sur tous les sens. C'est pas juste en haut, c'est pas juste en bas, c'est tout le monde. Tout est en train de chambouler. Puis on appelle ça la Renaissance. Mais avant la Renaissance, le Moyen Âge, ben ce qu'on reconnaît dans l'histoire officielle, c'est qu'il y a une hiérarchie très forte et très oppressante, opprimante, ou je ne sais pas trop c'est quel qui est bon ou pas bon. C'est de dire la religion. Le pape en a beaucoup, disons qu'il gère un petit peu trop sérieux. Et d'ailleurs, on va souvent revenir en lisant sur l'histoire, dans l'histoire officielle, ils reviennent souvent aux indulgences. L'indulgence, c'est, t'as fait un péché, paye-moi. Tu vas être pardonné. Oh oui, mais faut que tu me payes, par exemple. Paye l'Église, tu vas être pardonné pour tes péchés. Dans notre vision, 500 ans plus tard, on se dit, là, il fallait être con pour aller payer le curé pour ça, tu sais. Mais c'était toute la façon que la religion, la hiérarchie et le triangle, OK? On va revenir au triangle parce que... on va revenir. L'idée, c'est que il y a le Moyen-Âge où est-ce qu'on est vraiment opprimé par le clergé, le pape de Rome, puis à un moment donné, ça pète. Et là, on appelle ça la Renaissance. Et c'est là que je veux commencer à déconstruire, parce que quand on se fait parler de l'histoire, au secondaire, ben, ils nous parlent, il y a des guerres de religion par-ci, il y a des belles inventions par-là, puis il y a des grands voyages de bateaux par-là, puis...
Puis au final, on dirait qu'on nous jase ça en silo, mais l'histoire, pas des thématiques de même. L'histoire, c'est un aspect global, là, OK? Puis, la chose à laquelle je veux m'attaquer le plus fort, c'est que quand tu lis sur la Renaissance, ben, ils vont écrire dans l'histoire officielle, là. Tu vas voir sur Wikipédia, puis c'est la même affaire qu'il a fallu que tu écrives à l'examen là, au secondaire. Là. C'est quelle est la base? Comment ça a pété? Okay? C'est quoi l'origine de ça? T'sais? Puis, ils vont revenir à l'histoire, là, encore, je dis l'histoire officielle, celle que l'on apprend dans les livres. Il est écrit que c'est à cause qu'on a trouvé des vieux textes anciens de la Grèce antique. On avait ramené ça, là, pis là, ça, là. Tu sais, il y avait beau avoir une gang d'analphabètes, là, ça, des vieux livres poussiéreux, ça a tellement été inspirant, les amis, que ça n'a chamboulé la grande société européenne au grand complet. Y croyez-vous? Moi, j'y crois plus. Et c'est là que je passe pour un fou. Parce que, sincèrement, tu sais, habituellement, il faudrait croire ce qu'on nous a appris à l'école, là, tu sais, il faudrait pas dire que c'est des mensonges, mais moi, pour moi, c'est un calice de mensonges, t'sais. D'ailleurs, tu sais, la découverte de l'Amérique, le mot découverte est un calice de mensonges. Et je m'excuse si je chacre. Je m'excuse. Mais c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup. Et les mensonges, ben, ça m'achale. Fait que, ouais, ça me fait sacrer. Je vais essayer de prendre ça relax. Je vais prendre une petite gorgée de plus. Regardez bien ça. J'ai une couple de dates. Pour vous dire que moi, selon moi, là, c'est pas des vieux textes, OK? L'Église catholique a certainement voulu cacher certaines choses, certaines idées qui avaient pu exister à la Grèce antique, OK? Mais c'est pas une gang d'érudits qui s'en va trouver une coupe de vieux livres qui ramène ça à Rome, puis en fait à Florence, parce que il y a beaucoup de choses qui se passent à Florence quand tu regardes l'histoire de l'Occident. Puis, qui ramène ça, tu sais, puis que là, ça fait boule de neige, là, c'est pas une idée dans un vieux livre, là. Regardez bien ça. Pendant tout le Moyen Âge, il y avait de l'oppression, puis à un moment donné, le monde était écœuré. Puis ça, c'est clair que, tu sais, tu le sens que t'es tanné, OK? 1453, la première Bible en latin. Première Bible en latin, c'est un gars, vous avez sûrement déjà entendu son nom. Il s'appelle Gutenberg. Pour ceux qui ne se rappellent pas, qu'est-ce qu'il a fait, les Gutenberg? Ben, Gutenberg, lui, il connaissait l'imprimerie, là, ça l'avait existé sous toutes sortes de formes. Mais lui, il s'est dit, moi, utiliser ça, mais pour des livres. Parce que on aurait besoin vraiment d'une Bible en latin, OK? Une invention sur la planète, ça se fait tout le temps avec un besoin. On va dire tout le temps. Alors, la majorité du temps, tu as un besoin, puis finalement, tu t'inventes une machine pour. Lui, son besoin, c'était de dire, on va se faire une Bible en latin parce que, gang, on se fait mentir. On se fait opprimer par des religieux, par un pape qui ne nous veut pas du bien, puis qui est en train de nous les indulgences, puis plein de niaiseries. C'est pas écrit dans la Bible, ça. OK? Puis lui, là, il y en a plein son casque, puis il se dit, une Bible en latin, ça serait bon. Puis, parce qu'avant, elle était en hébreu, puis personne n'était capable de lire le texte de Dieu. Fait que là, le pape, lui, il avait toujours le beau jeu, tu sais, de dire, ben oui, c'est ça qui est écrit, tu sais, personne ne pouvait le dire, tu sais. Mais là, lui, il a réussi à trouver une façon d'imprimer puis de mettre au grand jour, OK? Puis là, la Bible en latin, il l'a pas faite en 15 000 exemplaires, c'est pas ça. Mais c'est de dire que c'est un de ses premiers livres qu'il a fait imprimer, puis ça donne bien une base pour dire que c'est l'ère du temps, qu'il y a du changement qui arrive, OK? 1492, on va nous dire, là on jump de 40 ans, hein? Découverte de l'Amérique par notre ami Christophe.
OK? Christophe Colomb, là, on reconnaît que ça a été un asti de chien sale quand il est arrivé en Amérique. Il a brûlé des villages, il a essayé de rendre esclave du monde, blablabla. Moi, là, j'aimerais juste se poser une question à ceux qui voudraient me challenger dans ce que j'apporte aujourd'hui. C'est à quel moment le gouvernement a été en avance sur son peuple? Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne me paraît pas crédible qu'un gouvernement décide d'envoyer de l'argent un peu nulle part en disant « Pars en bateau, va trouver une nouvelle route. On cherche des épices. » Je veux pas vous achaler, mais l'histoire de la piraterie, c'est du monde qui sont déclarés d'avoir le pape à leur cul, puis sont déclarés de payer des impôts au roi, puis qui préfèrent vivre sur un bateau. Puis des fois, c'est pas super cool ce qu'on rapporte d'eux, on rapporte vraiment des choses comme pas gentilles, mais dans les faits, ils vivaient d'une belle démocratie. Puis ce monde-là, là, dans des bateaux, puis les pêcheurs, OK? En fait, là, je suis pas chez nous, puis j'ai pas mes livres, parce que, est-ce que j'aurais voulu vous replacer le petit moment où est-ce qu'il est écrit que dans le fond, là, à chaque fois que quelqu'un arrive dans le golfe du Saint-Laurent, là, il y a toujours d'autres bateaux à Tadoussac. À Tadoussac, là, c'est vieux, là, c'est un centre d'échange qui est millénaire. OK? Il y a des bateaux, tu sais, les Vikings se sont rendus jusque-là, puis je pense pas que les Vikings aient oublié qu'il y avait d'un beau grand banc de poissons à Terre-Neuve, OK? L'idée, c'est que les bancs de poissons du golfe du Saint-Laurent sont réputés mondialement depuis des centaines d'années. Fait que les pêcheurs avaient été intéressés d'y être, puis on vient souvent au Pays Basque. Il y avait des Basques, il y avait les bateaux des Basques qui étaient là. En tant que tel, là, moi, je suis convaincu qu'il y a toujours eu des gens qui partent en bateau, toujours un petit peu plus loin, puis que c'est pas un gouvernement qui s'est dit « Hey, envoyons donc du monde, comme ça on envoie de l'argent par les fenêtres, puis on verra s'ils reviennent. » Non, je suis convaincu dans mon monde à moi, qu'il savait, Christophe Colomb, où est-ce qu'il s'en allait. Je suis fou de même, moi. Toujours est-il, on se dit qu'en 1492, il en a fait la découverte. On va partir avec ça. Il en a fait la découverte. Puis, il est arrivé avec des matelots, évidemment. Puis là, les matelots, ils sont pas tous lettrés, OK? Mais ces matelots-là, ils reviennent tous au port. Puis ça, je tiens à mon idée là-dessus. Parce qu'une histoire de pêche, c'est une histoire de pêche. T'as-tu un mononcle qui va à la pêche? Parce que, habituellement, le mononcle qui va à la pêche, là, quand il revient la fin de semaine d'après, il dit « Hey, j'ai pogné un beau poisson, c'était gros de même. » Puis là, tu viens en reparler un mois plus tard. « J'ai pogné un beau poisson, c'était gros de même. » Puis rendu à Noël, « Pogné un beau poisson, c'était gros de même, c'est... » OK? C'est ça une histoire de pêche, OK? Mais les gars, là, ce qu'ils voient, là, de l'autre côté de l'Atlantique, ils vont le rapporter au port, OK? Puis au port, ils vont conter une histoire de pêche. Puis cette histoire de pêche-là, là, elle va faire boule de neige, OK? Puis je vais y revenir à ça. Mais ce qu'ils vont se dire, ils vont parler quoi? Qu'ils ont vu un monde de tout nu. Ah, c'est ce monde-là, ils se promenaient tout nu. Hein? Là, ils sont pas vulnérables. C'est ça le gros clash. Hein? Ils ont pas peur. Ils ont l'air d'être en fraternité les uns les autres. Quelle belle affaire. Puis, ils vont aussi voir, chose que l'on rapporte tout le temps, c'est, on a cherché le chef, ben il était pareil comme les autres. C'est fucké, hein? C'était comme égalitaire. Hein, ils ont l'air d'avoir une société où est-ce que le chef est comme aussi riche, aussi pauvre que les autres. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Il n'est pas sur un piédestal, il n'est pas dans un château. Il ne se cache pas. Lui. Tout le monde est égal. C'est partage.
Ça fait un sacré clash là, avec la difficulté sociale de l'Europe de ce temps-là. Là. OK, c'est sûr que ça clash. Là. Puis ils vont rapporter ça au port. Là. Ils vont en parler, c'est sûr. Là. Puis qu'est-ce qu'ils vont voir aussi? Ben, ils vont voir aussi une grande liberté sexuelle. Ça aussi, au travers de tout ce que j'ai pu lire, ben, ça revenait souvent. Ah, tiens donc, hein, il y avait de la liberté sexuelle. Hein? Ça clash ça, avec le modèle du pape d'avoir une seule femme pour toute sa vie ou, tu sais, là, faire l'amour après le mariage seulement, sinon c'est un péché. Ça clash, là, tu sais. Après ça, 1492, ces matelots-là, ils reviennent au port, puis ils en parlent. Ils parlent de qu'est-ce qu'ils ont vu. OK? 1516, Thomas More, pour ceux qui ont été au cégep, là, à un moment donné, un cours de philosophie, on voit ça. Il a écrit un livre en 1516 qui s'appelle Utopia. Utopia, c'est le mot où est-ce qu'on crie utopie, là, ben ça vient de ce mot-là, de ce livre-là. Et ce livre-là est écrit comme, c'est dans la base de tout ce qui est l'humanisme. L'humanisme, là, je pourrais partir une heure là-dessus, je vais faire attention. Mais l'humanisme, là, quand tu lis sur Wikipédia, ils vont te dire que c'est un courant littéraire. Tu sais, comme si, ben oui, c'est une tournure de phrases, c'est une thématique, là. C'est pas un courant littéraire, là, OK? Utopia, c'est un récit qui a été inspiré. Parce que Thomas More, qu'est-ce qu'il fait? Il a écouté son chum matelot qui est allé en Amérique. Il a trouvé ça donc ben tellement inspirant qu'il va écrire un livre puis qu'il va baser la société parfaite, OK? Dans son monde à lui, dans ses mots à lui, OK? Il va réécrire la société parfaite. Puis, il faut comprendre qu'à ce moment-là, le clergé, là, il y a un mot à dire sur tout les livres qui sont écrits et tout, tu sais, fait que il y a une censure incroyable et ils sont comme obligés de créer une forme de roman pour que ça soit de la science-fiction, pour que ça soit une histoire. Il peut pas juste dire « Hey, j'ai vu ça, c'est un fait, nanana », il va se faire censurer. Fait que, il écrit une histoire, tu sais, puis là, ça devient un courant littéraire, mais faut lire entre les lignes, là. La société, pendant ce temps-là, elle lit ça, puis elle sait qu'il est censuré, le dude. Puis elle sait qu'est-ce qu'il est en train de dire. Hey, de l'autre bord, là, ça a l'air hot. OK? 1516, Utopia, écrit par Thomas More. En 1517, on n'est pas exactement dans la même place sur la planète en Europe, là, mais 1517, c'est pour dire c'est l'ère du temps. OK? L'ère du temps, là, il y a un mot allemand, Zeitgeist. OK? C'est l'ère du temps. Maintenant, c'est comme tout le monde est rendu à la même place, là, puis on dirait que il y a de quoi qui se passe, puis 1 plus 1 égale 3. Tu sais, c'est comme, il y a l'énergie qui se mélange à tout ça, puis ça fait boule de neige, tu sais. Fait que 1517, les 95 thèses sont clouées aux portes des églises par Martin Luther. Martin Luther, c'est la base du protestantisme. Moi, quand j'étais assis au secondaire, je lisais ça, j'étais comme... Qu'est-ce que ça donne? Moi, j'y vais pas à l'église. Le pape, je m'en fous. Qu'est-ce que ça donne d'être protestant ou d'être catholique? Je le catch pas. Puis, je me rappelle d'avoir le regard de faire comme, il faut être con en esti pour se battre pour une religion, tu sais. Mais dans les faits, là, le protestantisme, ça le dit. Ils protestent. Ils protestent contre la hiérarchie, ils protestent contre le triangle, ils protestent contre le pape. Lui, là, ils l'ont lu la Bible en latin, puis ils se sont arrangés, ils en ont compris quelque chose. Ils en ont compris que la hiérarchie est malveillante. Ils en ont compris que le pape est malveillant, que le système en place ne leur veut pas du bien. Puis au final, là, ben, il est temps que ça change, OK? Fait que autant que Gutenberg dit « Hey, voici la Bible en latin, je pense qu'on nous ment, puis ça serait temps qu'on en prenne conscience, là. » Ben, lui, là, Martin Luther, là, il est allé clouer 95 thèses de changement pour dire au pape, là, mon tabarnak, là, il n'y en est plus question, OK? Puis, à partir de là, ça pète, OK?
Puis, à partir, là, 1517, là, 15 ans, 15-16 ans plus tard, en 1531, le pape, il est exclu d'Angleterre. OK? Pour dire, là. OK? Ça pète tellement, là, c'est l'air du temps, là, mais le pape, là, il est exclu d'Angleterre. Ça va être rendu, ça sera plus le catholicisme, ça va être un protestantisme anglican. Puis là, partout en Europe, là, il y a la guerre des religions, puis des longues guerres, parce que il y aura toujours des gens qui ont peur de changer de système. Oh, ben non, mais il est pas fin, le pape, mais tu sais, quand même, oh mon Dieu, ils savent pas sur quel pied danser. Fait ils préfèrent, les gens qui ont peur vont préférer suivre quelqu'un de malveillant, mais savoir au moins comment dealer avec, que d'aller vers l'inconnu. Tu sais, et ça, là, les guerres, là, il y a eu comme le paroxysme, là, avec le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, là. On va se le dire, là, c'est des protestants contre des catholiques, c'est des gens qui disent on serait capable d'être égalitaire. On serait capable de vivre sans pape. Tu comptes les gens qui disent non, mon système, je l'aime, puis ils vont se tuer, ils vont s'entretuer à Paris, puis à plein de places, en fait, ça va s'entretuer contre des gens, et c'est la base, c'est le peuple, là, OK? Et là, les hiérarchies aussi, là-dedans, ils travaillent, là, c'est... Tout le monde est en train de vivre un asti de gros remue-ménage, on va se le dire, OK? Puis, tout ça, là, c'est tout lié ensemble. L'envie de changer de hiérarchie, est-ce que ça arrive par des gens érudits qui arrivent avec un vieux texte poussiéreux de la Grèce antique? Ah oui, hey, check ça, il est écrit là, dans le vieux texte là, que il passait au vote, puis il y avait une assemblée, puis au vote, puis on assemblée, hey, m'en va tuer mon voisin pour ça. Ben non, câlisse, c'est pas ça pantoute, tu sais. Il n'y a pas un vieux texte poussiéreux qui donne envie de s'enflammer comme ça, tu sais. Les guerres de religion, c'est pas une guerre qui était liée à la spiritualité religieuse, c'était lié à la structure sociale. Les gens, ils voulaient changer leur structure, ils étaient écœurés. Et puis, c'est beaucoup plus cohérent dans mon monde à moi de se dire la base du peuple qui vit dans la misère, qui entend parler qu'au même moment qu'ils sont en train de vivre la misère, de l'autre bord de l'Atlantique, il y a du monde qui vivent assez bien pour être tout nu, assez égalitaire pour que le chef ne se démarque pas. Hey, puis c'est quoi donc? Comment qu'il écrit ça, Ronsard? Maître de soi. Ils se sentent maître de soi. Ça fait péter, ça. Moi, la démocratie conventionnelle, là, moi, aujourd'hui, là, je me dis pas que c'est la Grèce antique là, qui nous a inventé ça. C'est les Premières Nations, hein. La vraie raison là, de pourquoi la Renaissance ça a pété, hein, c'est toute l'inspiration des Premières Nations qui a fait chavirer le modèle. Parce que tu lis un modèle dans un vieux texte, tu dis ah, c'est un guide, là, c'est peut-être de même que ça se fait, mais tu n'oses pas y croire, tu sais. Mais quand que tu le sais qu'au même moment où toi tu vis de la misère, tu pourrais, il y a de l'autre bord du monde qui vivent de façon égalitaire. Là, t'es prête à mourir pour ça. Là, t'es prête à la prendre, ton épée. Puis là, t'es même prête à aller tuer ton voisin, esti. C'est pas drôle, les guerres civiles, là. En 1603, hein, qui est quand même quelques années plus tard, en 1603, Champlain, qui n'est pas un membre de la grande société française, là. Lui, c'est un humaniste. L'humanisme, là, c'est de croire que l'humain est fondamentalement bon. OK? Que l'humain est capable de par lui-même. OK? On nous programme que
la loi du plus fort, ça, c'est la loi de la nature. Puis que on vit de compétition. C'est de même, là. Tu t'arrives à l'école, les notes, les examens, faut que tu sois le premier. Puis t'arrives sur le marché du travail, puis compétition, compétition. On est programmé de même, mais sérieusement, on est drivé bien plus par l'amour, bien plus par le partage. Et Dieu sait que je l'ai compris cette semaine comme jamais auparavant dans ma vie. Le monde a envie d'amour, le monde a envie de partager. Ça nous drive. Puis c'est pas vrai que la loi de la nature, c'est la compétition. Les scientifiques qui s'attardent à étudier les interactions en forêt, ils comprennent très bien que c'est la coopération qui gagne. C'est ça qui nous drive, tu sais, la coopération. Mais ça a l'air que ça fait pas plaisir nécessairement à certaines hiérarchies. Là. Puis là, on parle du pape. Là. On parle de c'est qui est en haut. Hein. Mais faut pas se leurrer. Hein. Notre système il est encore triangulaire. On n'a pas trouvé un monde circulaire comme les Premières Nations nous inspiraient de faire. Puis 1603, Champlain arrive à Tadoussac. Puis il décide de faire une entente avec Anadabijou. Anadabijou qui est en tant que tel, c'est le chef. Puis là, c'est pas les montagnais. Les montagnais, c'est comme un Français qui a dit eux autres, on va les appeler les montagnais. Là, je pense que je vais taguer Maïté Labrec à Ganache. Là. Elle devrait pouvoir me le dire, elle en parle des fois des nations autochtones. Elle devrait pouvoir me le dire, c'est lesquels avec qui ils ont fait l'entente. Mais l'idée, c'était une entente avec les nomades où est-ce qu'on allait se métisser. OK? Comme je l'avais dit dans une petite vidéo l'autre jour, ça s'est pas fait ça ailleurs, sur la planète. Les Espagnols sont arrivés dans le sud, ils ont tout pillé, ils ont tout tué. Mais Champlain, là, lui, c'était un nowhere humaniste qui voulait, de bon cœur, colisser son camp de l'Europe. Puis je peux bien croire, je peux bien croire. Hein, avoir le pape à tes trousses, puis avoir tout le temps le roi avec des tu sais, c'est indécent. C'était indécent, les inégalités sociales dans le temps. Puis c'est encore indécent aujourd'hui, les inégalités sociales. Quand je vois Bill Gates, que je vois Elon Musk aller, moi, sincèrement, je trouve ça indécent. Je pense pas que sa crotte vaut bien plus cher que la mienne. Tu sais, là. On fait tout notre petit caca, nous autres, le matin. Mais je pense pas que la sienne vaut bien plus que la mienne. Je l'ai dit de même, tu sais, c'est ça n'a pas de raison d'être que quelqu'un fasse plus d'argent dans une année que moi je vais en faire dans l'entièreté de ma vie. Il y a une indécence là-dedans. Puis faut se l'accepter si on veut le changer. Tu sais, là-dedans, là, ce que je veux en venir, c'est en ce moment, il y a un grand clivage. Un grand clivage. On a des politiciens qui n'osent pas avouer le racisme systémique. Quand, au fond, là, le racisme, là, le Canada, il est basé sur un projet de la couronne britannique, un projet qui s'appelait la French and Indian War. Tu sais, je veux dire, déjà là, en partant, ça partait mal pour qu'on se sente la bienvenue dans ce projet-là, OK? Puis, le temps avance, tu sais, puis il y a eu des massacres incroyables. Puis juste parlons, rien qu'un petit peu des pensionnats amérindiens, OK? Dans une petite vidéo que j'ai vue de la Maïté, justement, elle dit 30% jusqu'à 60% de mortalité. Moi, là, dans la vie, je fais du poulet, OK? Du poulet industriel. Quand vous voyez ça passer, là, un poulailler, là, en batterie, là, industrielle. Tu sais, 25 000 poulets, là, tassés entre 4 murs, là, ben, un bon aviculteur, là, la moyenne, là, de mortalité va être de 2%. OK? T'as 25 000 poulets de cadrés entre 4 murs, là, tu vas avoir 2% de mort. Quand j'ai 3% de mort, là, je me suis déjà couché le soir en me flagellant en disant « Calisse, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? »
Puis comment ça, mes poulets, ils n'ont pas eu ce qu'il y avait de bon, puis que comment ça, il y en a eu plus de morts, puis de me remettre en question, puis de me sentir mal, parce que le bien-être animal, on en parlera, même si vous n'êtes pas d'accord à mettre 25 000 poulets entre quatre murs, puis personnellement, je voudrais bien que les choses changent, mais toujours est-il, esti, je suis là à me remettre en question, puis à vouloir faire mieux. Comment ça, pendant plusieurs décennies, on a eu des pourcentages de mortalité faramineuses organisés par le gouvernement et l'État, le pape, là, OK? Mis ensemble, là, ils n'ont pas eu l'air de se remettre en question, là. C'est 30% de morts, câlisse. C'est volontaire, là, rendu là. C'est systémique. Tu peux-tu avoir plus systémique que ça? Et pourquoi s'acharner? Tu sais, à un moment donné, je veux dire, c'est quoi le but d'en faire tuer 60%? Puis ça aurait l'air que les peuples en Amérique du Sud auraient vécu des choses semblables. Si c'est vrai, hey, Simonac! Le pape, là, c'est le réseau de pédophilie le plus organisé sur la planète, là. Puis je m'excuse, mais c'est satanique de mettre son pénis dans l'orifice d'un jeune, asti, ça se fait pas. Il y a pas personne qui a un cœur qui fait ça. Comment ça, ils ont fait ça? Comment ça, ils se sont acharnés? Ben moi, là, je trouve que c'est cohérent, ma vision de l'histoire. Parce que la Renaissance, là, c'est la plus grosse baffe que le pape a mangé de sa vie. Puis tant aussi longtemps qu'il va avoir un autochtone vivant sur la planète, il va avoir l'idée que l'égalité, ça existe, que la fraternité, ça existe, puis que la liberté, ça existe. Oh, tiens donc. Ce serait pas un slogan que les Français se sont donnés à leur révolution, ça? Je pense que je le sais de où est-ce qu'ils l'ont pris, ce slogan-là. Ma vision de l'histoire, c'est que les Premières Nations, ils ont changé la face de l'Occident. Puis s'acharner contre les Autochtones, le pape, là, ben, le dernier pensionnat amérindien, je ne sais pas si vous le savez, mais au Canada, il a fermé en 96. En 96, ça, là, c'est pas mal hier, ça, OK? Puis non seulement c'est hier, ben moi, j'en ai pas entendu parler des pédophiles en prison. J'en ai pas entendu parler, moi, que les prêtres, là, se sont fait rabrouer. J'ai plus entendu parler des prêtres qui se sont fait cacher par le pape. Puis ça me met en tabarnak. Fait que vous, là, puis je vous le demande, là, je suis peut-être fou. Tu sais, puis à la limite, là, hein, quand les Blancs sont arrivés là, en Amérique, là, ils ont regardé les Amérindiens, puis là, ils ont dit « Hey, vous autres, on crée pas en ça ce que vous faites, puis arrêtez ça tout de suite. » Puis ils ont juste balayé du revers de la main, puis ils ont pas eu l'air de s'en sentir mal ben, hein. Ben, moi, je suis rendu là. Je suis rendu que je balaye du revers de la main ce que les croyances, peu importe si elles ont été écrites dans un livre. Je me sens à un moment de ma vie où je vois que le système est malveillant. Gutenberg voulait nous le dire qu'il était malveillant. Thomas More voulait nous parler de beaux changements. Martin Luther en a payé de sa vie pour pouvoir faire péter la hiérarchie. Un petit monde où est-ce que en haut, ce serait supposé de bien faire la chose. Non. On a besoin d'un cercle. On a besoin de choisir ensemble. Puis on est capable de choisir ensemble. Il n'y a pas de défi. On s'écoute. On apprend à se parler. Il faudrait aussi apprendre à reconnaître l'autre, tu sais. En ce moment, là, notre premier ministre, mon oncle François, il est là, puis il n'ose pas dire qu'il y a du racisme systémique. On a des pensionnats amérindiens jusqu'en 96, mais c'est pas dans le système, ça. Hein? On n'a pas essayé de changer ou de tuer l'Indien. Puis, dites-vous bien une chose, là. C'est pas parce que les pensionnats ont fermé qu'on a arrêté de vouloir tuer l'Indien. Il y a des choses impossibles qui se passent, des affaires incroyables qui continuent de se passer.
des enfants qui disparaissent, des femmes qui disparaissent. Il y a quelque chose de vraiment freak qui continue malgré la fermeture des pensionnats, qui est systémique. Même si mon oncle François a dit que non. Moi, ça me fait rire, man. Tu sais, en communication non violente, l'idée, c'est de commencer par reconnaître les propos de l'autre puis dire, OK, ça, ben, si tu dis ça, c'est parce que tu le ressens comme ça démontre tel besoin. Puis, tu sais, tu pars de où est-ce que l'autre est. Tant aussi longtemps qu'il va refuser de dire que c'est du racisme systémique. Tu sais, t'es qui, toi? T'es un blanc privilégié, puis faudrait que tu qualifies c'est quoi le racisme. Ça sera jamais un blanc qui va qualifier le racisme, man. Ça va être un noir, un jaune, ça va être n'importe quelle couleur, ce sera pas un blanc qui va qualifier le racisme. Pas ici, en tout cas, tu sais. Nous autres, c'est nous autres qui le fait vivre, ce style de racisme-là. Justice pour Joyce. C'est fucké, hein, ce que j'avais à vous dire. Moi, je suis rendu là. Je pense que le système y est malveillant. Je pense que le capitalisme, c'est juste une pyramide comme une autre pyramide. Qu'on ait changé la pyramide religieuse pour la pyramide capitaliste, je pense que c'est vraiment pas mieux. Je pense qu'on se tire dans le pied, assurément. Puis que les inégalités sociales sont autant indécentes. Puis que l'esclavage là-dedans continue de vivre, même s'il n'est pas devant nos yeux. Il y a encore un esclavage sur la planète. Il y a encore des indécences incroyables. Puis que, en ce moment, là, la COVID, là, ben, vous m'excuserez, là, mais j'y crois pas plus qu'on a découvert l'Amérique ou j'y crois pas plus que des vieux textes anciens auraient fait péter et créer la renaissance que l'on parle dans les livres. La COVID, là, c'est tellement incohérent sur toute la ligne, là. Tout ce que je vois, tout ce que je sens, c'est la malveillance d'un système. Ben, soyez malveillants tant que vous voudrez. Moi, je suis rempli d'amour. Puis je vous aime, tous ceux et celles qui seront allés jusqu'au bout de cette vidéo-là. Je vous aime énormément. Je continue mon chemin vers Manawan. Je vais être là à peu près dans 6 jours. J'ai vraiment hâte de me connecter à la mer, la terre, à un autre niveau. J'ai vraiment hâte de me réconcilier avec mes frères Atikamekw. J'ai vraiment hâte. Vraiment hâte. Parce que il est temps que ça cesse, le racisme. On le file qu'on le veut plus. Ben, chacun pour soi, on peut avoir des actions dans ce sens-là. Cultivons l'amour. Peu importe où est-ce que vous êtes en ce moment, avec vos proches, cultivez l'amour. C'est rien que ça qu'on a de besoin. Puis s'il y en a un qui vous dit qu'il faut pas que vous voyiez vos proches, ben moi, là, pour ma santé mentale, là, je pense que c'est important de voir ses parents, c'est important de voir ses frères et sœurs, c'est important de voir ses amis. Puis c'est pas une pandémie où est-ce que on n'a même pas le taux de mortalité de la grippe qui devrait nous empêcher de voir nos amis. Je vous aime. Puis, aussi fou que je puisse être, je vous souhaite une belle soirée. À plus. Matsashi, Meksashi.